Nelson Mandela, l'ancien chef d'État sud-africain, est décédé hier soir à Johannesburg. Nelson Mandela avait 95 ans, retiré de la vie politique depuis 99. Mandela restera comme le symbole de la lutte et de la victoire contre l'apartheid. Dans ce journal, nous serons en Afrique du Sud avec notre... Comme tout un chacun, je suis touché par l'annonce de la disparition de Nelson Mandela. Je découvre, parmi les grands de ce monde présents lors des funérailles, un visage familier, celui d'un prêtre français rencontré en Afrique du Sud en 1994, Emmanuel Lafont. J'avais été séduit par le dynamisme et l'engagement de cet homme que tous appelaient alors le curé de Soweto. Il faudra que les Noirs apprennent qu'on peut voter sans gagner. Qu'était-il donc devenu? Je tentais de retrouver sa trace. La réponse n'a pas tardé. Une réponse chaleureuse et directe, bien dans la manière d'Emmanuel. Cher Patrick, je me souviens très bien de toi. Pour le portrait, je te laisse faire, comme tu voudras, selon nos possibilités réciproques de temps et de lieu. Sa réponse est encourageante. Il m'invite à le rejoindre en Guyane, où il exerce maintenant son ministère. Ce portrait est né de notre rencontre. À Soweto, tu sais où c'est? Non. En Afrique du Sud. Tu connaissais l'ancien président d'Afrique du Sud? Non. T'as entendu parler? Il est mort en décembre. Ah, là, Tu vas trouver, hein, tu vas trouver, hein. Si, c'est bon. Mandela. Nelson Mandela. Voilà. Tu vois. Nelson Mandela. Tiens, regarde. J'avais plein de photos de lui, d'ailleurs. Tu vois qui c'est qui est à côté? C'est toi? Bah oui, c'est moi. Tu vois? Oui. Tu vois, mais il y a quelques temps. Oui. C'est il y a 20 ans, quoi. Tu vois, toi, dans 20 ans aussi, tu auras changé. Hein. Oui. Vas-y, recommence, là. Allez, encore une. Comment tu t'appelles? Hein? Salomon? C'est un nom de roi, ça, hein? Bonne soirée, Salomon. Salomon, ça, c'est extraordinaire, ça. Je suis né dans une famille nombreuse. J'étais le 8e enfant de 9. Mon père était ingénieur du génie maritime. Mes parents sont de tradition profondément chrétienne et se sont toujours beaucoup occupés de notre formation humaine et chrétienne, je dois dire. Le souvenir que j'ai de ma mère, c'est que ce qui lui importait le plus, c'est qu'on grandisse en connaissance de Dieu et en aimant le bon Dieu de tout notre être, quoi. Donc, si j'ose dire, 9 enfants plus 2 parents, nous étions 12 à la maison. Parce qu'au fond, le Seigneur faisait partie de la famille, même si on ne le voyait pas. Mais on le priait ensemble le soir, en vacances, on disait le chapelet ensemble dans l'après-midi. Si bien que mes parents nous ont appris l'histoire sainte, la vie religieuse dès notre enfance. Quand j'ai eu 8 ans ou 9 ans, je ne sais plus, ma mère m'a abonné à un journal hebdomadaire qui s'appelait Bayard. C'était passionnant d'avoir un journal à soi qu'on recevait le jeudi. Quand il n'arrivait pas le jeudi, j'étais tout à fait perturbé. J'attendais impatiemment le vendredi pour pouvoir avoir la suite. Elle m'a donné beaucoup de vie de saint aussi, en bande dessinée ou autre. Et je me suis beaucoup repu au fond de l'histoire de Saint-Pidis, Saint Bosco, Dominique Savio, Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Bernadette. Enfin bon, c'est... Alors, quand tu lis des belles vies comme ça, tu te dis pourquoi pas moi? Au bout du compte, tu comprends, ça devient des héros par leur gentillesse, par leur succès, par leur capacité de parcourir le monde, de se donner complètement et d'y trouver une joie profonde. Drôle, il était espiègle, enfin il fallait vraiment, oui c'était un meneur, on avait envie de le suivre, voilà. C'était déjà quelqu'un qui se mettait, je ne sais pas si je peux dire sur le devant de la scène, mais enfin en tout cas on avait vraiment envie de partager avec lui. Tu te souviens que ton grand-père disait que j'allais le faire mourir 10 ans plus tôt? Ah oui, c'est parce étonnant, que non, mais tu le provoquais, tu étais intrépide, tu n'arrêtais pas, tu étais toujours en action. Et, on aimait les fruits.
C'est ma grand-mère qui n'aimait pas qu'on prenne les fruits. C'est amusant de retrouver cette pompe-là. Et cette eau-là, c'était celle-là qu'on buvait. Alors quand on s'était bien excité au portique, là, aux anneaux, à la corde à sauter, on venait boire un coup, là. Ouais, et puis... Curieux. Mais alors là, il n'y avait pas tous ces arbres-là. Oui. Et puis, tu te rappelles aussi du croquet derrière, là? On jouait au croquet derrière aussi. En fait, plein de gens se le tenaient croquet, là. qu'est-ce qu'on a eu comme colère! Oh là, mon Dieu! Pourquoi? On Comme en a colère. cassé des maillères, hein, parce que on disait qu'on était passé, on n'était pas passé, on était sous l'arceau, qu'on n'était pas sous l'arceau. Tu te souviens? Ah oui, il y avait l'arbitre, hein. Oui, non, mais enfin bref, c'était une école d'apprentissage du jeu et de la règle. Ah oui, ça vraiment. On en a cassé des maillères. Ce que je peux dire, c'est que toi, tu étais le meilleur au trapèze. Au trapèze? Ah oui, tu nous faisais des numéros de cirque. Tu virevoltais autour de la barre du trapèze. J'ai aucun souvenir Ah, moi, de j'en ça. souviens très bien. Voilà, tu te tenais comme ça et tu faisais la pirouette. Tu faisais ton numéro, quoi. Alors là, on descendait pour aller se baigner dans la rivière. Moi, j'ai pas de souvenir de m'être baigné dans la rivière, par contre. Moi, j'ai des souvenirs d'être tombé dedans. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est bien du garçon. C'est l'enfance, ça. On se cachait là-dedans. Ah oui, il y avait oui, une oui, multitude bah oui, de forcément. cachettes. Ça, Dans il y les avait de quoi se greniers là-bas cacher, hein. derrière, partout, dans les ifs. On a quand même eu une enfance dorée finalement. Ouais, D'une ouais. certaine manière, tu sais, cette chance qu'on avait à 2 heures de Paris de pouvoir s'éclater dans la nature. Quand tu vois, moi ce qui me fait le plus peine, c'est ces enfants qui connaissent même pas une limace. J'ai dit à ma mère le jour de ma profession de foi, donc le 17 mai 1956, je serai prêtre. Bon. Et puis on en a pu parler. Bien avant, hein, j'avais un petit hôtel à la maison qui était grand comme ça, avec des petits instruments, et je disais la messe. Ma soeur était obligée de suivre la messe, ça l'embêtait, mais elle n'avait pas son mot à dire toujours. Et c'est quand j'étais en terminale que j'ai dit à papa, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est lui qui m'a envoyé, après mes études, après mon bac, mon deuxième bac à l'époque, à Rome, directement. Mon père a toujours refusé de me coincer dans un petit séminaire, au fond, pour me laisser libre d'une certaine façon. Et voilà. Quand j'apprends qu'il allait devenir prêtre, je n'ai pas été plus surprise que ça, parce que déjà dans la famille, c'était une famille de religieux. Et puis quelque chose dont je me souviens aussi, avec émotion, c'est le départ de sa sœur Isabelle qui est partie faire ses vœux. Et je me souviens de son départ, on était sur le perron, on lui faisait au revoir, quelqu'un est venu la chercher. Et pour moi, c'était un moment émouvant, j'avais l'impression qu'on ne la reverrait plus, que c'était un départ à jamais. Et il y avait de l'émotion, je l'ai ressenti comme telle. Et puis je suis parti au séminaire. Alors, ils m'ont mis au séminaire, ils se sont débrouillés pour que j'aille à Rome assez vite, parce qu'ils se méfiaient un petit peu que les séminaires en France étaient peut-être un peu trop libéraux. Bah, bon, bref, donc ils s'est arrangé avec le cardinal de Paris à l'époque. Donc je suis allé à Rome. Ce qui s'est passé, c'est qu'à Rome, moi, je suis arrivé en même temps que le Concile Vatican II, qui a tout de même été dans l'Église une espèce de bouleversement impressionnant. Donc moi, j'ai grandi avec le Concile, donc avec un regard qui n'était pas tout à fait celui de mon père. Il a peut-être souffert un peu que, comme jeune prêtre, je me suis laissé pousser les cheveux, j'ai beaucoup travaillé sur la non-violence, j'ai questionné le militarisme, et voilà, donc de fait, j'ai dû prendre une certaine indépendance sur un certain nombre de questions, mais des questions secondaires, c'était pas des questions de foi ou des questions... C'est des questions de stratégie ou simplement d'un regard sur le monde. Bon, ben, lui avait 70 ans, moi j'en avais 25. Évidemment, il fallait bien qu'on se fasse un peu les ongles. Oui, qui? Thomas, bonjour, ça va? Oui. Thomas, t'es plus grand que moi maintenant. Vous voyez? Tu m'as pas demandé la permission? Alors, excusez-moi. Ah oui, oui, non, ça... Ah, mais tu as amené des chapelets pour moi? Non, pas cette fois-ci. C'est le con. Mais tu les manges ou quoi? Les? Les Attends. chapelets. Mais attends, ils se coupent. Parce que je les garde trop. La vie est paradoxale parce qu'à la fois nous sommes libres et en même temps nous sommes conduits. C'est-à-dire que les circonstances nous
construisent autant que nos désirs personnels. À 17 ans, je quitte la France pour Rome, pour entrer au séminaire. Et d'un seul coup, je me trouve plongé d'une part dans une université de 3000 étudiants, 80 pays, des professeurs des 5 continents du monde, donc une espèce d'élargissement du regard passionnant pour quelqu'un de 17 ans. Et en même temps, je me trouve au cœur de Rome au moment où les 2500 évêques du monde entier sont là. Toute l'Église est là. Si j'ose dire, Rome n'est plus dans Rome. Alors là, tu comprends, la combinaison de ces deux choses me fait dire, mais mon Dieu, le monde est beaucoup plus riche que la France toute seule. Alors si la cathédrale de Cayenne dit « moi je suis une belle église », je ne suis pas comme la petite chapelle de Bellicampo. Est-ce que la cathédrale a raison de dire ça? Cette chapelle est toute simple. Mais je l'aime autant que la cathédrale de Cayenne. Je suis le père Astianac Sobam, spiritain, originaire du Gabon. Avant même de parler de la mission du mois des visites de Monseigneur Lafont, quand je l'ai rencontré, bien sûr, ça paraissait un peu drôle parce qu'il n'avait pas l'air d'un évêque. Tellement, il me paraissait tellement comique, gentil et tout. Et voilà, souriant, et il m'a même fait du café. Alors j'étais impressionné parce que vous savez que quand on rencontre les évêques, les évêques ont parfois une carrure qui porte et qui reflète la portée de leur mission, de leur personnalité. Et dans l'église, je peux résumer ces visites en ces deux mots, encouragement et réconfort. Tu te souviens la première fois que je suis venu à Grand-Santi? Tu étais là, hein? On était trempés comme des soupes, en pirogue, ouais, avec une chemise de rose. Moi, tu me donnes du bami, mais sans viande. Tu me donnes du bami, mais sans viande. C'est un filou, hein? Tu es magnifique, hein? Tu es beau comme tout, hein? Mais qu'est-ce que tu as fait là? Toc! Pour l'améliorer, donner des papiers à tous les gens, à tous les immigrants qui n'ont pas de papiers. Trouver un aide pour eux. Ça, c'est une bonne idée, ça. Oui. La mission de l'Église catholique étant une mission universelle, dont le fait que Monseigneur Lafont passe de temps en temps est une manière pour la population de se sentir aussi concernée par cette mission universelle. Nous sommes rattachés à une église dont le diocèse de Cayenne a un berger qui de temps en temps doit leur montrer que bien qu'étant à Cayenne, il est toujours en communion, en union de prière avec eux. Le concile a commencé. Alors l'ouverture du concile, c'était absolument magnifique. Et puis ces mots du pape si affectueux, toute la terre est là, tout l'univers est arrivé, même la lune est là, voilà. Ce concile, combien de temps il va durer, on n'en sait rien, peut-être jusqu'à Noël. Bon, vous allez rentrer chez vous, vous ferez à vos enfants une caresse, vous leur direz c'est la caresse du pape, à peu près ça. À peu près ça, des mots d'affection, puis de confiance, de bonhomie. À côté de moi, j'avais un petit prêtre breton qui pleurait toutes les larmes de son corps, tellement il était ému. Bien. Puis les cours ont commencé, et puis la première session du concile a été une session dure. Il a fallu que les évêques trouvent leur marque, il y avait des oppositions, des différences d'opinion assez profondes, et au séminaire aussi. Nous étions assez divers, et ce que je n'ai pas analysé sur le coup, mais que j'ai compris plus tard, c'est que ceux qui étaient en théologie revenaient d'Algérie. On était en 62. Revenaient d'Algérie, un certain nombre avaient vu des scènes qu'on ne peut pas décrire, et ils revenaient après avoir vécu comme des hommes dans des situations assez tragiques, et ils revenaient dans un séminaire où on était traités comme des ados. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie, et je suis
choisi au bouton. C'est fini. Ça, c'est la première expérience. Et là-dessus, je devais faire mon service militaire. Je n'avais pas, j'allais dire, d'objection à faire mon service, mais je demande à partir dans la marine. Comme mon père était ingénieur du génie maritime, ça n'a pas été trop difficile. Et donc, j'ai été versé avec un petit coup de pouce sur la Jeanne d'Arc. Et je suis parti pendant 7 mois et demi. J'ai fait le tour de l'Amérique latine et le tour de la Méditerranée. Et le tour de l'Amérique latine, ça a été la découverte, de la misère dont on parlait au concile, mais que je ne connaissais pas, dans les favelas de Rio, les barriadas de Lima, et Santiago, au Chili. Et 2, je rencontre des prêtres envoyés par les diocèses de France pour soutenir l'Église d'Amérique du Sud. Et là, un peu tout cela, le concile, Rome, le voyage sur la Jeanne d'Arc me fait dire, je ne vais pas passer toute ma vie à Tours. Le monde est plus vaste et donc... un jour ou l'autre, moi aussi, je partirai, non pas pour conquérir le monde, mais pour me laisser enrichir par le monde, si j'ose dire. Emmanuel Lafon est ordonné prêtre en 1970. À cette époque, le meilleur de la jeunesse avait fait le choix de tourner le dos à la société pour s'engager dans une nouvelle voie. L'injonction, alors largement mise en application, était de mettre ses actes en accord avec ses idées. Emmanuel, c'est quelqu'un qui a envie d'être auprès de ceux qui sont en marge. Dans ses engagements, c'est quelqu'un qui va oser aller se frotter dans des circuits qui ne sont pas les circuits de la paroisse. Il va fréquenter les objecteurs de conscience. Il ose aller. Ça, c'est des amis avec lesquels on a fait pas mal de choses. Bon, Coco, donc on a vécu ensemble plusieurs années. Guino et puis Marie, son épouse, que j'ai mariée. C'est la jeunesse comme prêtre et à Tours avec les étudiants. C'était déjà l'ébauche de la vie communautaire que je recherchais. Et à force de se retrouver, de partager ensemble, de prier, puisque on priait, c'était quand même ce qui était essentiel, en nous tous, en quelques-uns, est né ce désir d'aller encore plus loin. C'était ça le but, c'était autour du Seigneur, puisque c'était lui qui nous rassemblait, et en même temps des luttes, puisqu'on menait les luttes antimilitaristes, une partie des gens de ce groupe, c'était d'aller plus loin, et on a dit on va essayer de partager plus, et donc cette vie en communauté est née. Et donc il y a eu ces fameuses 3 petites maisons à Tours. Alors donc nous on était notre petite maisonnée de filles, il y avait les garçons, on disait les garçons au 38 rue Molière, et la communauté mixte dans laquelle était Emmanuel Lafon avec d'autres personnes. C'est quelque chose de très important pour Emmanuel, c'est-à-dire de vivre aussi une vie comme une vie de famille aussi, avec des jeunes, dans laquelle il prend sa place autour de ménage. Et je crois que ça rejoint bien son désir d'être aussi dans une orientation de la vie qui est toute naturelle et très proche des gens. Quand j'ai été nommé à Tours, j'ai trouvé quand même relativement vite que la vie au presbytère était belle, mais fermée. C'est-à-dire que si un jeune travailleur arrivait me voir à 11h30 ou midi, je ne pouvais pas lui dire « reste déjeuner ». Parce que Madame Martin, qui était une femme remarquable, qui était gentille comme tout, dévouée totalement, elle avait acheté 5 beefsteaks, elle ne comprenait pas qu'on allait couper des beefsteaks en 2, et donc inviter un 6e à la dernière minute, c'était casser la baraque. Et là, je me suis dit « mais ça cloche, quand même ». Et puis parallèlement, j'ai rencontré assez naturellement des jeunes étudiants. Et il y avait, parmi ces groupes d'étudiants, une certaine recherche de vie commune, de partage de vie, de partage de prière, mais aussi de vie. Bien. La rencontre avec Manu, qui était comme un grand frère à cette époque-là, puisqu'il était déjà un peu au-delà il était un peu plus âgé que nous, qui avait aussi une expérience un peu plus importante de la vie commune ou collective. Ce grand frère-là nous a permis en fait d'équilibrer un peu cette vie qui était pas sans risque. Voilà.
À l'époque, c'était quand même l'époque 1968 où des mouvements de nature violente en Amérique du Sud essayaient de réagir contre les dictatures avec Che Guevara, avec d'autres prêtres d'ailleurs, hein, et que la question était quand même au cœur de la réflexion de l'Église. On sentait un pape Paul VI qui disait non à l'injustice, mais non à la violence comme réponse à l'injustice. On a beaucoup réfléchi là-dessus, et donc je me suis, moi, engagé de façon assez résolue sur le thème de la violence n'est pas une réponse à la violence. Bien. Une fois arrivé à Tours, évidemment, j'ai trouvé là des groupes et des jeunes qui s'engageaient dans ce domaine-là, et en particulier dans le refus du service militaire et dans le refus de la coopération comme alternative au service militaire. Il y avait aussi le service militaire qui se dessinait, et donc il fallait qu'on fasse un certain nombre de choix, et notamment sur un statut d'objecteur de conscience, et très, très rapidement nous avons été orientés vers un statut d'objecteur de conscience très particulier à l'époque, qu'on appelait l'opération 20, OP20, et qui nous a permis de rencontrer beaucoup de personnes très très différentes et de milieux très différents aux nôtres. Et la rencontre avec Emmanuel Lafon nous a permis, enfin moi m'a permis de donner un sens un peu à ces rencontres. Guinaud, donc ce jeune médecin qui faisait partie de nos groupes de maisonnées, s'est trouvé emprisonné pendant quelques heures ou quelques jours, je ne sais plus, en raison de son insoumission, de sa volonté de ne pas servir. Tous les objecteurs de conscience étaient réunis à Paris le soir même. Alors moi j'étais aux arrêts de rigueur dans un endroit complètement isolé de la caserne. Et je dormais tranquillement et à 10h du soir, les lumières s'allument d'un coup, complètement affolé, et je demande à la sentinelle à qui j'avais pas le droit normalement de parler, enfin où elle n'avait pas le droit de me parler. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a tous tes copains sont là et dehors, ils sont en train de faire le bazar pour demander ta libération. Et donc on a doublé la garde, on a monté des canons à eau, de distribuer des manches de pioche parce qu'on a peur qu'ils viennent te libérer à tout prix, quoi. Alors je suis jeune maman, j'emmène même ma fille à la prison où est mon mari parce que je veux qu'elle connaisse ça. Moi je dis maintenant c'est les meilleurs moments de ma vie pratiquement parce qu'on va au fond de ses idées, parce que on a toute la force de la vie, parce que on y croit et puis on a le soutien. Et donc là Emmanuel Lafon intervient puisqu'Emmanuel à cette époque nous soutient officiellement dans cette démarche d'antimilitarisme et d'aller au fond de ses convictions, et voilà. C'est toujours impressionnant de voir des gens qui sont prêts à sacrifier un certain nombre de facilités, de sécurité et de tranquillité en raison d'un idéal qu'ils pensent supérieur même aux lois humaines. En évoquant ça, un souvenir me revient, c'était, je crois, un peu avant Noël 1973, nous avions organisé avec le mouvement non violent auquel Emmanuel participait, un grand jeûne de 3 jours en plein centre-ville, dans le foyer d'un cinéma qu'on avait mis à notre disposition. On avait aussi réfléchi sur l'impact du commerce à Noël. Ça nous paraissait quelque chose qui était comme une espèce de déviation. C'était offrir un espace de rencontre ouvert sur la ville pour réfléchir ensemble sur les thèmes du gaspillage. Et j'ai découvert que le jeûne, pourvu que ça ne soit pas seulement une biscotte de moins, parce que ça ne change rien, mais un temps où on dit au corps, écoute, c'est pas toi qui commande, c'est l'esprit qui commande. Et le corps n'est pas le tout de la vie, et une certaine discipline et sobriété du corps favorise aussi, j'allais dire, la liberté de l'esprit. Et dans ce mouvement-là, de jeûne, de sobriété, de refus de la violence et de refus des armes, eh bien, il y avait parmi nous, parmi les étudiants, un certain nombre de gens, et parmi aussi des jeunes au travail déjà, cette réflexion-là, dont un certain Thierry, dont je me souviens très bien. Et lorsque il a été convoqué au service militaire et qu'il a refusé, donc il était insoumis en termes de la loi, nous avons manifesté notre solidarité à travers une action nous sommes enchaînés au palais de justice. Mais voilà, j'ai gardé de cette période-là un véritable souci de dire au fond, la violence est une réplique de faiblesse.
ce n'est pas une réplique de force. Et nous avions une multitude d'exemples pendant la guerre, pendant les guerres, et en dehors des guerres, d'exemples que des actions non violentes, de résistance non violente. Ce n'est pas de la passivité, de désobéissance civile, c'est-à-dire de s'opposer à la loi, d'accepter de se faire réprimer par la loi, mais en fait en restant complètement libres nous-mêmes, au bout du compte. Et on était plus libres que ceux qui nous enchaînaient, quelque part. J'ai gardé cela, une trace profonde, mais quand je suis arrivé en Afrique du Sud, je me suis dit, c'est pas à moi d'imposer aux gens la manière dont ils doivent se battre. Et je témoignerai de cela, et plus j'ai vécu à Soweto, plus j'ai haï la violence. Et j'imagine que si Jésus était en Guyane, il viendrait souvent vous voir. Parce qu'il aime chacun et chacune d'entre nous. Et il dit qu'un bon berger ne peut pas accepter de perdre une brebis. Quand il a trouvé la brebis qui était perdue, dans son cœur, il y a une joie immense. Plus de joie que s'il était resté avec les 99. Et ça, c'est la joie de Dieu quand il nous rencontre. Le 26 octobre 1983, j'ai 38 ans et je débarque à Johannesburg. C'est à ce moment-là que la JOC me dit « tu iras à Soweto ». Mais je demande qu'on me laisse quelques mois pour apprendre une langue africaine, car je me disais quand même, c'est pas bon d'apporter une bonne nouvelle aux gens dans une langue qui n'est pas la leur. C'est le premier respect qu'on peut offrir. Le premier jour, notre professeur ne nous a rien demandé, ni sur nos noms, origines, bon. Le deuxième jour, il arrive avec des papiers qu'il dispose sur la table en disant « ce seront vos prénoms ». Et nous les prenons au hasard. L'archevêque prend l'Echlonolo, ce qui veut dire Benoît ou le béni. Une sœur prend Mapuling, ce qui veut dire la mère de la pluie. Elle est née pendant qu'il pleuvait. Et moi, je prends un Snatla, qui veut dire l'homme fort. Et c'est comme ça qu'ils m'ont appelé Snatla. Et donc, ça m'est arrivé, quand je suis arrivé à la paroisse également, les gens ont appris que mon nom sous tout, c'était Snatla. Et voilà, on m'appelait Ntate Snatla, Father Snatla, et voilà. Il y a 3 lecteurs pour l'évangile, mais la deuxième lecture, c'est pas la peine de la faire. Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit. Il y a première lecture et 3 lecteurs pour... Voilà. Première lecture et ensuite directement l'évangile, qu'on va lire à 4. Et donc je débarque à Soweto le 1er mars 1984. L'évêque me laisse le choix entre différents lieux d'habitation. Je demande, donnez-moi une paroisse à Soweto. Alors là, il comprend tout de suite, il a de toute façon besoin de prêtres dans ses paroisses. Et il m'offre une paroisse, Saint-Philippe-Néry, au cœur de Soweto. Et en plus, avec sur place, un lit, une petite pièce avec un lit. Et là, je me dis, tiens, là, c'est ma chance. Quand je le rencontre pour la première fois en 1994, après l'élection de Nelson Mandela, Emmanuel est un homme qui a été de tous les combats, participant, au risque de sa vie, au sein d'organisations religieuses ou politiques, aux manifestations pour la libération des prisonniers, pour la construction de nouvelles habitations, pour la réouverture des collèges. Il a vécu de l'intérieur le lent effritement du régime de l'apartheid dans sa période la plus convulsive. Moi, je ne me suis pas engagé comme un politicien, moi, je me suis engagé comme quelqu'un qui vivait avec les gens. Entre 85 et 90, c'était surtout pour soutenir, pour remplacer quelquefois les organisations culturelles ou politiques qui étaient supprimées, pour permettre aux gens de se retrouver. Les seuls lieux où ils pouvaient faire des réunions, c'est les églises. Pour les défendre quand ils étaient expulsés de leur maison à cause du boycott des loyers, pour aller soutenir les familles qui avaient des membres en prison, pour enterrer ceux qui avaient été tués par la police, pour s'interposer entre la police et les étudiants, enfin voilà.
y a un problème de logement. À Soweto, comme dans l'ensemble de l'Afrique du Sud, parce qu'il y a de la terre, mais jusqu'à maintenant, il était impossible qu'elle soit donnée pour que les Noirs puissent s'y installer, puisqu'on leur avait retiré en 1913. J'ai vu le premier bidonville de Soweto, le bidonville de Mchengouville, qui a commencé en 84. Bon. Aujourd'hui, il y en a 14 à Soweto des bidonvilles. L'Afrique du Sud que découvre Emmanuel est le produit de 150 ans d'une colonisation blanche qui s'est progressivement emparée des terres et des richesses du pays. Dès 1835, les calvinistes hollandais, s'émancipant du pouvoir colonial anglais, pénètrent à l'intérieur des terres. C'est le Grand Trek, la marche de la tribu blanche à la recherche de sa terre promise. 3 ans plus tard, la bataille de Blood River se solde par la défaite des guerriers zoulous. Cette victoire consacre la foi des Boers en leur destin biblique. Il faut se souvenir que dans le livre de la Genèse, après le déluge, lorsque Noé reprend possession de la terre, lorsqu'il découvre la vigne, qu'il découvre le vin, il s'enivre. Et s'enivrant, il se dénude dans sa tente et un des frères, un de ses fils, Cam, se moque de lui, le voyant tout nu dans sa tente, et appelle ses 2 autres frères qui, eux, par respect pour leur vieux père, avancent à reculons avec un manteau pour couvrir la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveille de son ivresse, il découvre cela et il maudit Cam. Et des traditions extra-bibliques ont fait de Cam l'ancêtre à la fois des Cananéens, on revient au problème précédent, et l'ancêtre des Noirs. Si bien qu'un certain nombre de traditions qui ont circulé, non pas dans la Bible, je le dis encore, mais autour de la Bible, on fait croire que le peuple noir faisait partie de ce peuple qui avait été maudit par Dieu à cause de leur ancêtre Cam. Et c'est un peu avec tout cela que les Afrikaners ont considéré que ce pays leur appartenait, qu'ils en étaient, j'allais dire, les destinataires prévus par Dieu, et que donc les autres n'avaient qu'à accepter ce fait-là, que la terre leur appartenait. C'est certainement un des crimes les plus graves de l'apartheid. Ils ont détruit un système éducatif qui avait été mis en place, entre autres par les missionnaires du reste, pour le remplacer par un système dont l'intention déclarée était d'empêcher les jeunes noirs d'accéder à l'éducation. Et par là d'accéder à l'égalité avec les blancs. Le résultat, c'est que les petits-fils de Nelson Mandela connaissent moins bien l'anglais que lui. Et si vous remarquerez, une des phrases les plus pertinentes du président Mandela, le jour où il a ouvert le Parlement, il a repris des slogans qui sont un peu partout depuis 3-4 ans, qu'il faut reconstruire une culture d'éducation, une culture de l'étude, mais il a ajouté et une culture d'enseignement. C'est-à-dire qu'il s'agit non seulement de réapprendre aux jeunes à aller en classe, à faire leurs devoirs, à apprendre leurs leçons, mais il faut réapprendre aux professeurs. Il faut leur apprendre à enseigner. Et ça, c'est certainement un des défis les plus importants, avec celui du logement, du gouvernement présent. Janvier 1985, l'école reprend, les collèges reprennent, mais très vite, des mouvements d'étudiants à Territsville font un mort, et de là, les troubles se répandent un peu sur l'ensemble du pays, particulièrement à Soweto, si bien qu'en juillet, le gouvernement établit un état d'urgence en raison des troubles scolaires. 86 commence mal aussi, avec un tas de boycotts, un tas de grèves,
Et si bien que le gouvernement qui avait supprimé l'état d'urgence en mars le rétablit en juin. Et en juillet, pour forcer les écoliers et les collégiens à retourner en classe, ils ont l'idée de mettre 2 soldats dans chaque salle de classe. Ce qui produit exactement l'effet inverse. En quelques jours, toutes les écoles se vident et pratiquement pendant plusieurs années, il n'y aura aucune éducation correcte dans les classes de l'apartheid. Enough is enough. We need peace in our land. The victims need peace in our land. The killers cause death in our land. Singers are singing, stop the war. Writers are writing, stop the war. Preachers are preaching, stop the war. What will become of me tomorrow? What will become of you tomorrow? Without love, without peace, because, as they say, love is a peace. Ce qui a été dramatique pendant toutes ces années, c'est qu'en réalité, les jeunes sont sortis de l'école, des collèges et des lycées pour s'occuper de la libération avec cet affreux slogan qui courait partout, libération d'abord, éducation ensuite. On s'apercevra dans les années post-apartheid et les premières années de l'administration Mandela que toute cette génération aura été sacrifiée. Condamné à la perpétuité en 1964, Nelson Mandela est incarcéré au bagne de Robben Island, une île au large du Cap. Pendant 18 ans, il y sera le prisonnier matricule 466-64. Aux îles du Salut, Emmanuel évoque pour moi cette période. Alors, il faut se souvenir que 1986, le 16 juin, c'est l'anniversaire des émeutes de Soweto en 1976 et c'était le 10e anniversaire. Et donc la situation était très tendue. Dès le matin, ils ont commencé à une multitude de raids ils ont arrêté environ 20 000 personnes en quelques jours, sous les lois d'état d'urgence, c'est-à-dire pratiquement aucune règle. Pas d'inculpation, pas d'avocat, pas de visite de famille. Où étaient-ils ces 20 000 on ne savait rien. Donc on avait, et à Soweto, c'était peut-être quelques milliers qui étaient arrêtés. Et puis nous avons patiemment continué de travailler pour soutenir les familles. Pratiquement, il y avait une journée nationale des prisonniers au mois de mars et plusieurs fois nous avons organisé des grandes célébrations œcuméniques dans la principale église de Soweto, à Regina Mundi, pour demander leur libération. Et ce 20 mars ou 21 mars, je ne sais plus, 1988, sortant de l'église avec un certain nombre de confrères, prêtres, pasteurs, archevêques des églises indépendantes, on me suis aperçu qu'il y avait un peu de brouhaha juste devant l'entrée et qu'en fait un garçon était en train d'être mis à mal, et puis les gens le tapaient dessus. Donc je me suis précipité sur ce garçon, et je l'ai protégé avec mon aube. Ils n'ont pas osé me toucher. Pourquoi vous les protégez? Ce sont des vendus, c'est des informateurs, c'est des chiens, ils n'ont pas le droit de dire. Mais non, ici, si on n'est pas meilleur que ceux contre lesquels on se bat, on risque de ne pas créer une société d'un meilleur type. Voilà, cet univers concentrationnaire là dans lequel on se trouve, c'est vraiment un peu le symbole de cet emprisonnement qui noircit les gens et qui noircit aussi finalement les victimes. C'est-à-dire qu'il faut sans cesse se prémunir contre cela, le désir d'être aussi dur et aussi violent que ceux dont on subit les coups. Et ça, c'était en même temps quelque chose que Mandela vivait, lui, dans sa prison, d'une manière assez étonnante. Cette espèce de regard de Nelson Mandela qui ne pouvait pas, j'allais dire, se limiter à regarder le mauvais côté des choses et des gens. Et si bien que ce qu'il établira plus tard avec la commission Vérité et Réconciliation, il l'avait déjà dans son comportement, alors même qu'il était en prison, mais tellement sûr que sa cause triompherait. Ubuntu, en zoulou, ça veut dire humanisme. Tout ce qui tourne autour de l'humain. Ubuntu, Ngubuntu, Ngabantu,
une personne humaine ne devient véritablement humaine qu'à travers ou grâce les autres personnes humaines. C'est une conception de la vie qui manifeste la solidarité, l'interdépendance des personnes humaines, que personne n'est une île et nous ne pouvons vraiment développer nos talents que grâce et avec les autres, et en même temps les autres ont besoin de nos propres talents, donc personne ne vit pour lui seul ou par lui seul. Voilà, c'est cette remarquable compréhension du tissu social à l'intérieur duquel les personnes humaines peuvent vivre et se développer et en même temps participer à l'humanisation du monde. Voilà ce qu'est l'Ubuntu. Voilà, nous avons besoin les uns des autres, nous-mêmes avons besoin des autres et les autres ont besoin de nous. Début septembre 1989, Emmanuel obtient un nouveau permis de résidence temporaire. Frédéric de Klerk devient président de la République et très vite le climat change. Les manifestations de rue sont autorisées, l'interdit est levé sur les mouvements noirs et les 8 compagnons de Mandela sont libérés. Là, nous sommes pris par surprise d'une façon extraordinaire et de fait, moins de 4 jours après, le 11 février, Nelson Mandela sort de prison. Et nous découvrons un homme dont on avait des photos 27 ans auparavant, d'une dignité, un beau vieillard, mais un vieillard qui se porte à merveille et qui, le soir de sa sortie, depuis le balcon de la municipalité du Cap, déclare qu'il est un fidèle militant de l'ANC, qu'il est un serviteur du peuple, qu'il n'est pas un prophète, qu'il n'est pas le moment d'arrêter la lutte armée, mais que M. de Klerk est un homme d'intégrité avec lequel il est prêt à négocier. On vit le début de l'année 90 dans une immense espérance que la paix va s'installer et en même temps, on sent petit à petit que les choses sont beaucoup moins rapides que l'on ne l'espérait jusqu'au moment où, début août, les choses dérapent, la violence rattrape le centre de l'Afrique du Sud, en particulier Johannesburg et Soweto, et nous entrons dans une période d'instabilité et de souffrance énorme, au milieu de très grandes difficultés pour commencer véritablement des négociations. Ça faisait juste 6 mois que Nelson Mandela était libéré. Les négociations n'avaient pas encore commencé. Et d'un seul coup, la guerre civile qui se déroulait au Natal depuis 1985, se déplace et arrive à Johannesburg et à Soweto. Et très vite, la violence a flambé, il y a eu des attaques contre les hostels de travailleurs migrants, les jeunes étaient au comble de la colère, et il a fallu organiser des funérailles, évidemment des funérailles publiques. J'ai dû faire un desserrement de cette célébration en face des 8 corps et en présence de 5000 personnes environ. Et Nelson Mandela était là, il parlera d'ailleurs pendant la célébration. Et Desmond Tutu fera le sermon final. C'est après le deuxième funérail, je crois que, n'ayant plus rien à dire, puisque plus personne ne nous écoutait, on disait aux gens de se calmer, ils nous disaient à quoi bon, on ne va pas se faire tuer jusqu'au dernier. Vous les curés, vous les pasteurs, si vous venez, donnez-nous des armes, c'est tout ce dont nous avons besoin pour nous défendre. Eh bien, je me suis dit, puisqu'on ne peut plus parler, taisons-nous. Et je me suis mis à jeûner. C'était pas une grève de la faim. J'ai vraiment voulu vivre ça comme un geste spirituel en disant mais il y a d'autres paroles que les paroles. Je ne me taisais pas au fond. Le geste que je posais occasionnait beaucoup d'échanges, de questions, d'interrogations. Comme si d'un seul coup on devenait capable de prendre un peu de distance et par rapport à la violence et par rapport à notre propre colère. Et voilà, je ne le regrette absolument pas. Le 11e jour, je suis allé voir Nelson Mandela, je suis allé chez lui, il m'a reçu. Nelson Mandela n'est pas un homme qui apprécie beaucoup ce genre de comportement, c'est un homme qui préfère l'action collective et les décisions collectives plutôt que les engagements personnels, il me l'a dit. Il m'a également dit que
Il avait eu des discussions très serrées avec le président de Klerk et qu'il avait bon espoir que la violence allait maintenant se diffuser, se détendre. Je ne l'ai pas tellement cru, je suis rentré chez moi pas du tout convaincu. Le lendemain, il y a eu un nouveau massacre dans un train de 26 personnes. Et là, le pays s'est arrêté de respirer, si j'ose dire, parce que ça commençait à faire tellement. Et on a senti à travers les nouvelles, à travers les journaux, à travers les réactions des gens qu'il fallait stopper. Qu'il fallait stopper tout. Et moi aussi, j'ai stoppé de jeûner le 13e jour. Chris Hani, leader charismatique de l'ANC, est assassiné devant chez lui le samedi de Pâques 1993. Ce meurtre met une telle pression sur le gouvernement blanc qu'il décide de fixer la date des élections libres à l'année suivante. Emmanuel est présent, parmi les organisateurs, à la manifestation de Protea en mémoire de Chris Hani. La colère était à son comble, certains crachaient à la police. Je ne peux pas dire que j'adhérais à ces hurlements, à ces insultes, à ces crachats. Et en même temps, je ne pouvais m'en aller ni physiquement, ni moralement. Je ne pouvais pas quitter. Donc j'étais là, à la fois solidaire et un peu seul. C'est à ce moment-là qu'ils nous ont tiré dessus. J'avais vu la manœuvre se faire, j'ai appelé le commandant qui était là, il dit « Surtout ne tirez pas, vous voyez bien qu'on est en train de partir. » Il nous lance des pierres. « Oui, mais bon, c'est pas grave, c'est des petites pierres. » Et puis ils ont tiré. Ils ont tiré, j'ai d'abord cru que c'était des gaz lacrymogènes, en fait c'était des vraies balles. Et je me suis étalé par terre comme tout le monde. Quand je me suis relevé, quand les tirs ont cessé, il y avait 9 morts et 250 blessés. Première fois depuis l'arrivée de François Hollande à l'Élysée, les Français qui sont appelés aux urnes, premier tour des municipales. Tu travailles pas? T'as voté au moins? Passe une bonne après-midi, repose-toi bien. Salut. Les élections de 1994 ne pouvaient pas être conduites par le gouvernement blanc. Et ils ont donc occupé ou demandé à un certain nombre de prêtres, de pasteurs, de tenir des élections, des bureaux d'élection dans leurs églises. Et c'est comme ça qu'on m'a proposé, et j'ai accepté naturellement, que l'église de Saint-Philippe-Néry, mon église, soit un bureau de vote, ce qui voulait dire que je devienne moi-même président de ce bureau et que je constitue autour de moi une équipe de 28 officiers d'élection, si j'ose dire, et voilà. Bon, parfait. Merci. Ça a été une journée tout à fait unique dans l'histoire de l'Afrique du Sud, où on a vu des queues, j'allais dire, de plusieurs centaines de mètres, de noirs, de blancs, de métis, ensemble. Non seulement ils votaient tous ensemble, mais ils étaient ensemble dans les queues, étonnés d'être les uns à côté des autres, et au fond, si j'ose dire, soulagés que ces années d'oppression, de répression, d'état d'urgence, de loi martiale, de couvre-feu, est une fin. Et il faut reconnaître que la personnalité de Mandela, qui était présente à tous les niveaux depuis 4 ans, avait tout de même beaucoup rassuré, y compris les Blancs, si j'ose dire, sur la nature démocratique et sur la liberté qui serait accordée, qui serait préservée, qui serait protégée pour tous. Et donc ça a été une journée tout à fait exceptionnelle. Monsieur Lafont Emmanuel, Marie-Philippe, Louis a voté. C'est une dame qui arrive, qui ne savait pas comment voter. Alors moi j'étais entouré de membres de différents partis, naturellement. Tout cela était public et contrôlé, si j'ose dire. Et je lui dis dans sa langue, en Soutou, « Votez la mangue, tu veux voter pour qui ?» Elle se redresse avec une fierté impressionnante. Elle me dit « Les banditi ». Les banditi est un mot Soutou qui vient du français, figurez-vous, et qui veut dire le prisonnier. Les bandits. Et donc, je n'ai pas eu besoin de lui demander une deuxième fois pour qui tu veux voter. J'ai compris qu'elle parlait de Mandela. J'ai mis la croix en face de la photo de Mandela et elle est partie déposer son bulletin dans l'urne. Les bandits. Une fierté, une sérénité. C'était absolument magnifique. Je me trouvais, le jour de l'inauguration du président Mandela, je me trouvais sur le gazon là,
avec la foule. Alors un des moments les plus émouvants finalement, c'est quand les avions sont passés. Parce que d'un seul coup, on s'est tous mis à dire, c'est les avions de Mandela ça. C'est les nôtres. D'un seul coup, tout le monde a dit c'est les nôtres. C'est une espèce d'appropriation. Ouais. Alors ça change tout, c'est plus l'armée des Blancs, c'est notre armée. Et ils venaient pour saluer notre président. Cher Patrick, es-tu heureux de ce que tu as pu réaliser comme image ici? Je te souhaite un très grand courage pour la suite. Je suis en partance pour Paramaribo demain et Trinidad ensuite, avant de passer 10 jours dans l'ouest guyanais. Cher Emmanuel, merci de ton accueil chaleureux. Je me retrouve confronté à mes images. Ce portrait m'oblige à reconsidérer, 60 ans en arrière, ce qu'a été ta vie. Tout commence en Touraine, dans les années 50.